Je pense, donc j'agis. Sur RCF et Radio Notre-Dame, avec Melchior Gormand. À l'ère du numérique où les claviers et les écrans tactiles dominent notre quotidien, la place de l'écriture manuscrite semble de plus en plus incertaine, notamment dans le milieu scolaire. Autrefois essentielle à la communication et à l'apprentissage, elle est aujourd'hui souvent reléguée au second plan face aux outils technologiques qui promettent rapidité et efficacité. Mais cette évolution signifie-t-elle pour autant la disparition de l'écriture à la main? Et puis quels sont les bienfaits d'ailleurs cognitifs du geste manuscrit? On va regarder ça de plus près avec nos invités dans Je pense donc j'agis. Vous êtes les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que d'après vous l'écriture manuscrite est en danger? Ou alors on s'inquiète un peu pour rien? Et si vous êtes prof et que vous constatez une mise de côté de l'écriture à la main, racontez-nous au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook de l'émission Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. Et pour discuter avec nous jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Jean-Luc Velay. Bonjour. Bienvenue à vous dans cette émission. Vous êtes chercheur associé au laboratoire de neurosciences cognitives du CNRS de l'université d'Aix-Marseille. Et puis également Laurence Pierson nous accompagne. Bonjour Laurence. Bonjour. Bienvenue à vous, formatrice en écriture-lecture. Vous êtes graphopédagogue. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurence? Graphopédagogue, c'est tout simplement grapho, l'écriture, graphein en grec, et pédagogie. Donc, ce sont des enseignants spécialisés dans l'écriture manuscrite et qui peuvent aider à son apprentissage, mais aussi à la remédiation pour les gens qui ont des difficultés d'écriture, qui écrivent de manière illisible ou trop lentement ou avec des douleurs à la main. Oui. Donc c'est une profession qui a une quinzaine d'années. Oui. Et il y a une association qui s'appelle l'association 5E qui regroupe un grand nombre de graphopédagogues en France. Voilà, merci beaucoup pour cette explication. J'ai le sentiment que ça fait bien quelques années qu'on se pose cette question, si l'écriture manuscrite est en danger ou en tout cas en voie de disparition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurence Pierson? Est-ce que c'est normal, en tout cas, de s'interroger au vu des nouvelles technologies qui prennent de plus en plus de place dans notre société? Bien entendu, c'est normal. Il y a eu dans les années 2012-2013, il y a eu une grande vague de déclarations selon lesquelles l'écriture manuscrite allait disparaître. Il y a eu des États américains qui l'ont abandonnée dans leur programme scolaire. Il y a eu une partie aussi de la Finlande. Enfin, c'était pas très clair si c'était vraiment l'écriture manuscrite ou seulement l'écriture cursive. Il y avait un doute là-dessus, mais en tout cas, il y avait vraiment une grosse publicité autour du fait qu'on allait abandonner l'écriture manuscrite. Et il y a maintenant un retour en arrière là-dessus parce qu'ils se sont rendus compte assez rapidement que cette éducation au tout numérique a donné des résultats catastrophiques. Donc maintenant, il y a plutôt un petit mouvement inverse pour revenir à l'écriture manuscrite, en tout cas dans le milieu scolaire. Jean-Luc Velay, vous êtes un peu notre scientifique ce matin. Si on remonte il y a un peu plus de 10 ans, ça avait été vécu comme un véritable choc, en tout cas dans le monde, puisque des États américains avaient décidé de rendre optionnel l'apprentissage de l'écriture manuscrite. À l'époque déjà, vous en témoignez, Jean-Luc Velay. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis ce temps-là? Oui, il y a eu même ce que je pense être une involution, c'est-à-dire une évolution négative en ce qui concerne les États-Unis. Parce que, vous avez raison, c'était au début de la mandature Obama, et les préconisations qui avaient été faites par l'État fédéral américain, sur tous les États étaient... Alors, c'était pas dit, j'ai lu les textes attentivement, ça n'était pas dit d'abandonner l'écriture manuscrite, simplement... De rendre optionnel, j'ai dit, ouais. Le nombre d'heures qu'il fallait passer à l'écriture au clavier depuis la première année d'écriture primaire jusqu'à la dernière année, la première année d'école primaire jusqu'à la dernière année d'école primaire. Et effectivement, l'écriture manuscrite avait disparu de ce... Alors, il y a eu ensuite une prise de conscience un petit peu... brutale des Américains suite à un article qui est sorti dans un grand journal américain, je ne sais plus lequel c'était, le Washington Post ou le New York Times, un des deux, qui indiquait que
finalement, dans la Silicon Valley en particulier, tous ces ingénieurs et tous ces cadres qui vivaient très bien du numérique, eux-mêmes envoyaient leurs enfants dans des écoles très traditionnelles où on continuait à enseigner l'écriture manuscrite. Et donc ils ont réalisé que le grand public américain, que finalement, pourquoi on n'enseignait plus l'écriture à leurs enfants alors que ceux qui vivent du numérique le font, continuent à le faire. Bref, il y a eu, je crois, un retour en arrière. Au niveau plus international, mondial, oui, il y a eu le cas de la Finlande, effectivement, il y a eu un malentendu sur la Finlande, c'était l'abandon de l'écriture cursive qui était préconisée. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? L'écriture attachée cursive, c'est celle qu'on pratique beaucoup en France, où on est très, j'allais dire, attaché, c'est le cas de le dire, oui, à cette forme d'écriture. Dans certains pays d'Europe du Nord, oui, et puis également d'Amérique du Nord, on apprend très tôt aux enfants à écrire en script, c'est-à-dire en lettres détachées. La logique étant que finalement, c'est la forme d'écriture qu'on voit le plus souvent, auquel on est confronté le plus, en particulier dans les livres. Donc, pour illustrer, une situation un petit peu intermédiaire où on continue à enseigner l'écriture. Il n'y a pas de remise en cause de ça, mais sous des formes qui peuvent varier et surtout avec une ampleur en termes de nombre d'heures de pratique d'enseignement, on va peut-être y revenir, qui n'est plus la même qu'auparavant. Pour mieux illustrer la différence entre l'écriture cursive et l'écriture scripturale, comme vous avez dit, l'écriture cursive, c'est quand on ne lève pas la main quand on écrit. Je crois, Laurence Pierson, vous connaissez mieux que moi la définition. Oui, tout à fait. Cursive, ça vient pour le coup pas du grec mais du latin. Courir, c'est une écriture qui est plus rapide. On s'est rendu compte, mais il y a fort longtemps, ça date du Moyen Âge, que d'écrire chaque lettre de manière séparée, ça prenait beaucoup de temps. Et quand on avait à écrire rapidement pour des actes et des choses, quand on n'était pas en train de copier une belle Bible, mais on avait toute la vie pour le faire, mais qu'on voulait faire des actes qui s'écrivaient rapidement, c'était beaucoup plus rapide de lier les lettres, et les lettres il y a eu un aménagement de la forme de ces lettres, et l'écriture cursive est plus rapide et plus efficace que l'écriture script, parce que vous avez certainement fait l'expérience vous-même. Si vous avez un formulaire à remplir et qu'on vous demande d'écrire en script, par exemple, pour être sûr qu'une adresse mail soit bien lisible, oui, vous voyez bien que ça vous prend beaucoup plus longtemps d'écrire comme ça, d'être détaché une par une bien dessinée, que d'écrire de manière courante. Donc effectivement, c'est une écriture qu'on utilise quand on veut mettre un mot en valeur, mais si on veut avoir une écriture qui soit efficace, il vaut mieux qu'elle soit cursive. On voit d'ailleurs que dans les pays où on apprend beaucoup en print, comme disent les anglo-saxons, les gens qui écrivent effectivement à la main, par exemple les gens qui écrivent beaucoup, les universitaires ou autres, développent une espèce de script lié, c'est-à-dire réinventent en fait leur propre cursive pour pouvoir aller vite. Jean-Luc Velay, pourquoi vous travaillez sur cette question? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Alors, ce qui m'a interpellé, en fait, ce sont des enseignants, des instituteurs, il y a très longtemps de ça, c'était encore au siècle précédent. Un jour, j'avais des amis enseignants qui me disent, tu sais pas, on apprend aux élèves à écrire, comme toujours, mais on nous demande de plus en plus souvent de leur apprendre à écrire sur l'ordinateur, à écrire au clavier. Et toi qui travailles sur le cerveau, me disait-il, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va pas créer un conflit quelque part dans leur esprit, ces deux formes d'écriture? Et je dois avouer qu'à cette époque-là, la question, je ne m'étais jamais posé la question, et j'ai dit, bon, écoutez, j'en sais rien, je vais y réfléchir. Et ça fait donc maintenant plus de 20 ans, même presque 30, que je réfléchis à cette question. C'est ça qui, originellement, m'a amené à travailler sur cette question. Vous voyez, c'est une question sociétale qui a fait réfléchir à un neuroscientifique comme moi sur ce qui se passe dans le cerveau quand on écrit. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur le cerveau quand on écrit, justement? Est-ce qu'il y a un lien direct? Oui, il y a un lien direct, parce que notre cerveau, donc d'être humain, en particulier, il est très façonné depuis la naissance, et même un peu avant, on pourrait en discuter, mais par les mouvements que l'on fait, tous les mouvements, de tout le corps. On n'est pas simplement un cerveau complètement désinséré
de la matière charnelle du corps, un cerveau qui flotterait comme ça dans l'espace. On est un cerveau qui est porté par un corps. Et en permanence, notre cerveau est informé de tout ce que notre corps fait, de tout ce qu'il ressent. Voilà. Et l'écriture, c'est une activité physique qui est très précise. Pratiquement, c'est une des activités les plus précises que l'on fait avec notre corps. La main, chez l'homme, joue un rôle très particulier. Et donc, quand on écrit, depuis la petite enfance, on façonne notre cerveau à recevoir des informations sur ces mouvements de la main. On se crée une mémoire qu'on appelle sensorimotrice, une mémoire des mouvements, des gestes, et maintenant on sait que cette mémoire des mouvements, elle joue un rôle aussi plus largement sur le plan cognitif, en particulier quand on regarde de l'écriture, des lettres, on réactive de manière automatique les mouvements associés à l'écriture de ces lettres. Ça, ce sont des données qu'on a obtenues avec les premières expériences qu'on a faites avec ma collègue Marie Cloncan, qui est maintenant professeure à Aix-Marseille, université. On a demandé à des adultes de regarder de l'écrit, des choses qu'ils savaient écrire, et qu'on a comparé à une situation où on leur demandait de regarder des choses qu'ils ne savaient pas écrire, des lettres qu'ils n'avaient jamais écrites, et on s'est aperçu que dans le premier cas, quand ce sont des lettres qu'ils savent écrire, même si la consigne c'est de ne pas bouger du tout, en particulier la main, on voit se réactiver dans leur cerveau des zones normalement mises en jeu quand on bouge la main. Un petit peu comme si mentalement il y avait une simulation du geste, si vous voulez. Ah oui, on comprend bien, et merci beaucoup pour ces explications, Jean-Luc Velay. On entend en tout cas les bienfaits cognitifs et par la force des choses pédagogiques de l'écriture manuscrite, Laurence Pierson, avec notamment cette mémorisation. En tout cas, ça fait travailler la mémoire. Ça, c'est ce que vous avez pu constater aussi, Laurence? Vous pouvez probablement également le constater vous-même. Si vous ne savez plus l'orthographe d'un mot, vous pouvez prendre un bout de papier et un crayon, et généralement vos doigts savent. C'est une expérience qu'ont vécu beaucoup d'enseignants, parce que les enseignants ont souvent des doutes orthographiques pour une raison très simple, c'est qu'ils voient énormément de fautes d'orthographe. Ce sont des gens qui voient des erreurs orthographiques en permanence, et à force de voir écrit un mot de manière incorrecte dans 20 copies, on finit par se demander, on finit par avoir des doutes. Et dans ce cas-là, on prend pas dans le dictionnaire bien sûr, mais on peut aussi prendre un papier, un crayon, et on a cette mémoire de la main dont vient de parler Monsieur Velay. On l'expérience sur soi-même. Et effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On le voit quand on essaye d'apprendre quelque chose, le fait de prendre des notes à la main nous aide à mémoriser, même si on ne relit jamais nos notes. Le fait de les avoir prises est déjà un premier effet de mémorisation. On parle de l'écriture à la main ce matin dans Je pense donc j'agis. On se demande si l'écriture manuscrite est en danger, en voie de disparition, ou alors si on s'inquiète un peu pour rien. Bref, vous avez la parole pour en témoigner, en discuter également avec nous. Est-ce que vous avez cette impression, en tout cas, c'est peut-être que vous êtes prof et que vous constatez une certaine mise de côté de l'écriture à la main. Racontez-nous au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. Je pense, donc j'agis. Présenté par Melchior Gormand. Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 11h, Laurence Pierson, je rappelle que vous êtes formatrice en écriture-lecture et graphopédagogue, et Jean-Luc Velay, vous êtes chercheur associé au laboratoire de neurosciences cognitives du CNRS à l'université d'Aix-Marseille. On a parlé des bienfaits cognitifs de l'écriture manuscrite au niveau de la mémorisation. Jean-Luc Velay, qu'en est-il de la concentration également ? Alors oui, c'est une question effectivement intéressante et importante. Probablement que, je dis probablement parce que il y a encore débat dans la communauté scientifique, mais il y a pas mal de travaux qui vont dans ce sens de plus en plus, montrent que quand on écrit, le fait d'écrire à la main, comme Madame Pierson peut en témoigner, c'est pas une activité toujours très facile. Ça demande une concentration. Il faut bien contrôler les mouvements très fins qu'on fait avec ses doigts, avec son poignet. Donc,
ça mobilise pas mal l'esprit, voilà. Peut-être davantage, d'un certain point de vue, que l'écriture au clavier, en particulier quand on est un dactylographe ou quand on a vraiment l'habitude d'écrire au clavier, ça peut se faire de manière un peu plus automatique. Et donc, de ce point de vue-là, ça veut dire que quand on écrit à la main, on est davantage attentif et on mémorise mieux ce qu'on est en train d'écrire que lorsqu'on écrit au clavier. Il y a un certain nombre de travaux qui vont dans ce sens, dans la communauté scientifique, avec, comme c'est souvent le cas, des controverses, mais pour résumer et pour conclure, je pense qu'on peut dire ça, l'écriture manuscrite mobilise davantage l'attention et donc permet de mieux mémoriser et peut-être même comprendre ce qu'on est en train d'écrire par rapport à l'écriture au clavier. Donc les deux sont intimement liés. Laurence Pierson, je reviens un petit peu sur peut-être les facteurs, les causes de cette disparition de l'écriture manuscrite. On a évoqué bien sûr les nouvelles technologies. Là, c'est un lien direct pour le coup avec l'apparition des tablettes, des claviers, des smartphones, notamment dans le milieu scolaire. Alors, normalement, dans l'école primaire, il n'y a pas de smartphone. Oui. Enfin, on peut espérer. Oui. Mais effectivement, il y a éventuellement possibilité qu'il y ait accès à des salles informatiques. Donc maintenant, la plupart des établissements sont équipés. Mais c'est plus vaste que ça. Je pense qu'il y a quelque chose autour du modèle. Si vous ne voyez jamais vos parents ou les adultes autour de vous écrire, la valeur de cette activité change beaucoup. Si vous voyez en permanence des gens qui sont sur des claviers, vous dites, les grands, ça écrit sur des claviers. Je me faisais la réflexion en regardant des films pas si anciens que ça, enfin, il y a une vingtaine d'années. Dans les films, on voyait les gens écrire des mots, écrire des lettres, c'était une activité qui était omniprésente, en fait, dans le quotidien. Le fait de devoir apprendre à l'école maintenant une activité qui est perçue comme strictement scolaire, c'est pas du tout la même chose que si on voit autour de nous des gens écrire, et si l'enseignant lui-même n'écrit jamais parce qu'il a un tableau interactif et qu'on voit juste des choses se projeter et apparaître avec ce côté magique, on n'a pas du tout conscience de tout ce qui y a derrière. Donc effectivement, c'est quelque chose de plus vaste que le simple scolaire. Ça signifie, Jean-Luc Velay, qu'il y a une forme d'influence inconsciente quand on voit des personnes, des films, et j'en passe, avec des claviers, des smartphones. Oui, Madame Pierson a tout à fait raison de ce point de vue-là. C'est pas un aspect qu'on étudie beaucoup sur le plan neuroscientifique. C'est davantage des questions qui relèvent de la sociologie ou de la psychologie, mais effectivement, le statut de l'écriture manuscrite dans notre société actuelle, il a changé de manière radicale. Et je dirais même que lorsqu'on écrit, quand moi j'étais enfant, si vous voulez, ça remonte maintenant à quelques années qu'on apprenait à écrire, l'emphase était mise sur la qualité de l'écriture, sur la graphie, sur la beauté, enfin sur la précision du geste, la belle même écriture. La créativité, oui. Exactement. Et aujourd'hui, enfin depuis maintenant pas mal de temps, l'écriture, son statut a changé. C'était surtout qu'il fallait écrire vite, prendre des notes, écrire très vite, etc. Au détriment d'une certaine qualité. Et de ce point de vue-là, c'est l'écriture au clavier, comme je vous le disais, elle a cet avantage que on produit toujours quelque chose qui est lisible, puisque c'est pas vous qui écrivez, c'est la machine qui écrit. Vous ne faites que frapper sur des touches qui seront qui donneront une image de lettres très parfaite, et en plus on écrit davantage. Donc il y a clairement dans l'esprit de tout le monde quelque chose qui connote un peu l'écriture manuscrite à une activité désuète, d'un certain point de vue. Laurence Pierson. Pardon, excusez-moi. Oui, en même temps, il y a moi je sens quelque chose autour de.
C'est un petit peu comme la cuisine, vous voyez. La cuisine, on peut acheter des choses toutes faites, c'est facile à se procurer, etc. Mais il y a, depuis quelques années, des gens qui disent, on a envie de refaire des choses avec des vrais produits. Il y a tout un mouvement de gens qui veulent faire leurs vêtements, tricoter leurs pulls. Il y a une recherche de quelque chose de plus authentique et qui justement implique plus la personne. Et je pense qu'autour de l'écriture manuscrite, il y a quelque chose qui revient peut-être moins dans l'utilitaire, mais dans le plaisir et dans le fait de sentir que c'est quelque chose qui exprime peut-être plus directement la personne. Donc il y a bien sûr ce mouvement énorme pour toutes les choses pratiques. Comme tout le monde, moi, quand j'ai quelque chose à dire, j'envoie un mail. Mais il y a quand même un mouvement de gens qui commencent à se dire qu'autour de ce qui est fait à la main, il y a quelque chose à retrouver. Il y a une valeur affective, peut-être? Oui, tout à fait. Et bon, effectivement, ça ne va pas changer les manières de travailler, mais moi, j'ai une petite anecdote qui est mignonne, je trouve. Quand j'ai commencé à la graphopédagogie, j'avais un jeune homme qui était venu, qui était un de mes premiers élèves, un jeune adulte qui passait le barreau. Il voulait être avocat. Donc c'est un concours difficile. Il avait échoué l'année précédente, je crois, et on lui avait dit que son écriture était vraiment très illisible. Donc il voulait vraiment améliorer son écriture pour le concours. Donc il a passé le barreau, il l'a eu. Et 1 an après, il m'a écrit pour me remercier. Mais surtout, il m'a dit quelque chose auquel j'aurais jamais pensé. Une chose à laquelle j'aurais jamais pensé, c'est que du coup, il avait pris l'habitude d'écrire à la main et que quand il recevait des clients, il s'était rendu compte que le fait de prendre des notes à la main faisait que les gens s'exprimaient de manière beaucoup plus libre que quand il prenait des notes avec un ordinateur, parce que quand il prenait des notes avec un ordinateur, ça crée une espèce de peur, on prend des notes sur moi, ça va. Une distance. Il y avait aussi pas d'écran entre eux. Et il a dit, je me suis rendu compte, un avocat, c'est quelqu'un à qui on doit confier des choses. Et donc, il s'est rendu compte qu'en prenant des notes à la main, sa relation avec ses clients changeait. Donc, il y a des choses comme ça, mais ça reste pas central. Mais il y a quand même différentes professions qui se rendent compte du fait qu'écrire à la main, c'est quelque chose qui crée une relation différente. Comment on peut expliquer ça, scientifiquement parlant, Jean-Luc Velay? Honnêtement, je ne saurais pas vous le dire. C'est un constat effectivement qu'on peut faire. Il y a un regain malgré tout d'intérêt pour l'écriture manuscrite, semble-t-il, d'après un certain nombre de sondages dont on dispose. Il n'y a pas de données très importantes numériquement, mais il y a des sondages qui montrent que les jeunes en particulier reviennent un peu vers le plaisir de l'écriture manuscrite. Comment l'expliquer scientifiquement? Alors, honnêtement, je ne saurais pas le dire. Je suis d'accord avec ce que disait Mme Pierson. Le fait de voir quelqu'un en face de soi qui écrit à la main, finalement, ça le met un petit peu au même niveau que vous. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas un statut différent. Quand on est face à quelqu'un qui écrit au clavier, qui ne vous regarde pas pour le coup, mais bon, c'est pareil pour l'écriture manuscrite, mais surtout qui tape sur une machine et vous avez le sentiment que vous communiquez un petit peu avec une machine ou avec un intermédiaire à peine, mais d'une machine. Donc il y a probablement dans l'écriture manuscrite quelque chose de plus humain, probablement, est perçu comme tel que dans l'écriture numérique qui, encore une fois, il y a tout le relais entre l'individu et il y a la machine au milieu. Ouais. Mais ça n'est pas une explication scientifique. Ouais, mais ça reste quand même intéressant. Merci à vous deux, Jean-Luc Velay et Laurence Pierson, pour ces précisions. Cette manière d'aller prendre des notes, par exemple, avec ce que vous avez raconté, Laurence Pierson, sur un ordinateur, est-ce que ce serait pas aussi l'impact de la dématérialisation de notre vie quotidienne, liée à la fois à notre système de communication, au travail, à l'administration également? Ah oui, bien sûr. On peut pas être en dehors de son époque. On vit pas sur une autre planète. Il y a une dématérialisation qui parfois est un avantage énorme. Moi, je suis ravie de pouvoir faire des démarches administratives sur mon ordinateur chez moi à l'heure qui me convient, plutôt que d'aller faire la queue à un guichet. Ça, il y a pas photo. Mais effectivement,
je me rends compte que recevoir une lettre qui est écrite à la main, c'est devenu rare et du coup précieux et beau. Enfin, il y a une vraie valeur affective et donc c'est tout à fait normal que du coup ce soit pas quelque chose. On peut pas. Effectivement, quelqu'un qui travaille sur le cerveau ne va pas travailler sur la partie affective ou sociologique, comme vous disiez tout à l'heure, mais on peut quand même le constater en tant que personne. C'est intéressant et ça rejoint en effet cette valeur affective qu'on avait évoquée tout à l'heure et peut-être que justement le fait de retourner un peu comme vous avez donné comme exemple avec cet étudiant, je crois, qui allait passer un entretien et qui allait prendre des notes, c'est ça? Ouais. Pour un concours. Les concours se font à l'écrit. Ouais. Et c'est une chose qui est d'ailleurs importante. On se rend compte dans notre profession que parmi les adultes qu'on reçoit en graphopédagogie, on a une partie non négligeable qui sont des fonctionnaires, parce que dans la fonction publique, les avancements se font sous forme de concours. Les concours sont à l'écrit. Vous travaillez dans le privé, si vous voulez une promotion, ce sera certainement pas un concours ou un examen, mais dans la fonction publique, c'est le cas. Donc il y a beaucoup de fonctionnaires qui se rendent compte que depuis leurs études, ils n'ont pas écrit de manière longue et que quand ils doivent passer un concours pour accéder à un grade supérieur, ils sont très démunis face à l'écrit. Ils ont parfois besoin de venir reprendre des cours. On va marquer une petite pause et puis dans un instant on accueillera Patrick, un auditeur qui aimerait justement témoigner à propos de tout ça. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Si d'après vous l'écriture manuscrite est en danger, dites-nous pourquoi, qu'est-ce qui vous fait dire ça, et puis si vous êtes professeur ou en tout cas vous travaillez avec des étudiants ou des élèves, est-ce que vous avez le sentiment là aussi qu'il y a une certaine mise à l'écart de l'écriture à la main? Racontez-nous au 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook de l'émission. Je pense donc j'agis. À tout de suite. Je pense donc j'agis. Présenté par Melchior Gormand. Il est 10h30 sur RCF et Radio Notre-Dame. On parle de l'écriture manuscrite. Est-elle en voie de disparition? Bonne question. On en parle avec nos deux invités. Jean-Luc Velay, chercheur associé au laboratoire de neurosciences cognitives du CNRS à l'université d'Aix-Marseille. Et puis Laurence Pierson, formatrice en écriture-lecture, également grapho-pédagogue. Patrick, bonjour. Patrick, est-ce que vous êtes avec nous? Eh ben Patrick n'est plus avec nous. Alors peut-être qu'on a André. Est-ce que vous êtes là, André? Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, ça m'arrange bien finalement. Bon, je me dis je fais aussi autre chose. Je suis un peu débordé aujourd'hui. Voilà. Donc bonjour aussi. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette question de l'écriture manuscrite, si ça disparaissait, et si on en venait, par exemple, pour mettre les choses de manière caricaturale, à faire tout sur ordinateur, notamment pour des discussions dans des groupes où disons, ça se fait à distance, etc., pour moi, ce serait une catastrophe pour la démocratie. Je dis ça comme ça parce que j'ai constaté en pratique que, quand je fais, par exemple, des messages longs, ce n'est pas compris, on me demande de raccourcir, ce qui empêche un débat, et que pour moi, quand j'ai des idées à émettre, justement, en matière politique, j'aime bien mettre ça par écrit d'abord, parce que je me rends compte que si je fais tout à l'ordinateur, étant concentré sur l'ordinateur, j'oublie des trucs, je sais plus ce que je voudrais mettre, et mes notes m'aident beaucoup, quoi. Donc pour moi, c'est essentiel. Disons, je trouve que en général, je veux dire, la dispersion de l'attention et tout ça, disons, ce qui est utilisé d'ailleurs par les médias sociaux, je veux dire, ça caricaturise souvent le débat. Il n'y a plus de dialogue véritable, on n'est pas entre humains, et le côté, l'écriture manuscrite a vraiment un côté humain qui est à défendre. Il faut maintenir ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup, André, de nous avoir appelé depuis Bruxelles. Laurence Pierson, c'est très intéressant ce que nous a dit André. Pour lui, si l'écriture manuscrite devait disparaître, ce serait un danger pour la démocratie. Je trouve le lien qu'il fait avec les réseaux sociaux où finalement on s'envoie des tweets, des messages un peu cachés derrière son écran. Là, ça a un impact véritable sur la démocratie.
Oui, mais bien sûr, à l'origine, la démocratie, ça fonctionnait sur la parole. Enfin, en Grèce, c'était des choses, voilà. Mais moi, je suis pas du tout spécialiste de politique, mais je pense que moi, je réagis en tant qu'enseignante, que pédagogue. Absolument. Je pense que l'école et tout ce doit être émancipatrice. Et je pense que ce qui est émancipateur, c'est de se doter de connaissances qui sont pas forcément dans la facilité. Souvent, les élèves nous disent, mais à quoi ça sert, à quoi ça va me servir? Et en fait, la réponse peut être à court terme à rien. Il n'y a pas besoin d'apprendre à lire. Après tout, il y a des intelligences artificielles maintenant qui peuvent nous déchiffrer des textes. Il n'y a pas besoin. En fait, de quoi on a besoin à part de manger, d'avoir un toit? Si on met des choses sur le thème du besoin et que des machines qui vont tout faire pour nous, effectivement, c'est absurde. Donc, effectivement, pour que l'école soit émancipatrice, elle doit donner accès à des savoirs qui sont des savoirs difficiles, des programmes sensorimoteurs comme l'écriture que Monsieur Velel disait, qui sont extrêmement complexes à acquérir, qui demandent des efforts et qui permettent d'avoir accès à une forme d'expression qui est plus aboutie et qui est plus élaborée. Sinon, on est dans l'immédiateté, dans la consommation. C'est logique. Jean-Luc Velay, qu'est-ce que vous en pensez? Je rejoins ce que dit Mme Pierson. Je pense il y a quelque chose dans l'écriture, si vous voulez déjà. Actuellement, je ne sais pas pourquoi, il y a un débat entre une culture orale et la culture écrite. On se dit, j'ai entendu dire, bon, finalement, est-ce que c'est utile d'une manière générale d'écrire? Est-ce que on ferait pas mieux de conserver une culture orale? On a les moyens techniques de faire ça, de faire des enregistrements, de les stocker dans des grands data centers. On en parle beaucoup actuellement. Il y a quelque chose quand même de très différent. Quand on écrit, c'est que comme ça demande un effort, même l'écriture au clavier, et c'est un peu plus lent, ça amène à réfléchir. On réfléchit à ce qu'on écrit beaucoup plus probablement que à ce qu'on dit. Il y a une notion de temporalité là qui est très importante. Et quand on prend un peu plus de temps pour écrire, on n'écrit pas les mêmes choses que ce qu'on dit. Et si je continue dans cet ordre d'idées, entre l'écriture numérique qu'on utilise, moi aussi je suis un grand consommateur d'écriture numérique, de messagerie, et l'écriture manuscrite qui était pratiquée beaucoup plus par le passé, la temporalité a énormément changé. Quand on écrivait à la main une lettre, par exemple, prenons un cas tout à fait particulier d'une lettre de rupture amoureuse, eh bien, on s'y reprenait à plusieurs fois. C'était un document qu'on prenait du temps pour écrire. Autrement dit, on n'écrivait pas sous le coup de l'impulsivité, de la rapidité, et probablement que les formes que prenait ce type de lettre, comme une lettre de rupture, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Un message de rupture, comme on en voit beaucoup chez les jeunes gens, où ils rompent une relation, par exemple par un bref SMS et c'est ce qu'il y a de pire, hein. Pardon. C'est ce qu'il y a de pire, en effet. Exactement. Et là, donc on se dit cette notion de temporalité, notre société, on le sait, c'est un truisme de le dire, s'est accélérée dans la communication. Ouais. Tout va très vite et les réseaux sociaux jouent un rôle effectivement très négatif de ce point de vue-là. Donc l'écriture a cette vertu, et en particulier l'écriture numérique, de nous ramener à une temporalité qui est plus, on va dire, humaine que l'écriture numérique en général. On va accueillir un auditeur qui justement voudrait nous parler de cette rapidité. C'est Raymond qui nous a rejoint. Raymond, vous êtes en Haute-Loire. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi je voulais dire que dans le système, lorsqu'on travaille sur un clavier, on est dans un système numérique, c'est-à-dire que on découpe en petits morceaux, alors que l'écriture manuelle, on est dans un système sinusoïdal, c'est-à-dire analogique. C'est dans un continuum, ce qui fait qu'il n'y a pas de séquence, il n'y a pas de découpage de l'information que l'on enregistre et que l'on recopie. Et on a toute une vue d'ensemble. Ce sont deux phénomènes différents, enfin deux façons d'exploiter la parole, d'exploiter les informations qui sont totalement différentes. C'est pour ça que l'individu qui travaille sur un ordinateur perd de sa valeur. Lui, c'est l'ordinateur qui découpe en petits morceaux ce que lui pense. Alors que lorsqu'on écrit, il écrit comme il pense. Eh ben écoutez, merci Raymond.
Merci beaucoup Raymond d'avoir apporté cet éclairage. Laurence Pierson, je me tourne évidemment vers la pédagogue. Il a raison de dire ça, Raymond? Oui, bien sûr, il y a vraiment cette personnalisation dont on parlait tout à l'heure, et il y a aussi ce que disait Jean-Luc Velay sur l'élaboration d'une pensée qui est plus aboutie. Quand on enregistre les gens, là, si on faisait un enregistrement de notre émission et qu'on on faisait une transcription, ce serait illisible. Il y a des retours en arrière, il y a des phrases qui sont pas finies. C'est le temps de l'oral. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'on ne parle pas comme un livre. On n'est pas en train de lire quelque chose. On est en train de parler dans une communication où il y a des interactions, et l'oral a toute sa place. Mais si je devais ou l'un d'entre nous devait faire un article avec le contenu de cette émission, on réécrirait, on reprendrait chaque phrase pour en faire une véritable phrase écrite, et on aurait cette élaboration supplémentaire. Donc, il a opposé la culture orale et la culture écrite. Ça n'a pas grand sens. Il nous faut les deux. Il nous faut clairement les deux. Et moi, je pense qu'on a aussi besoin de l'écriture manuscrite. Moi, je me rends bien compte quand j'écris des livres. Bien sûr, je finis toujours par les faire à l'ordinateur, mais souvent, je fais des brouillons à la main parce qu'il n'y a pas la même continuité, effectivement, dans l'écriture. On fait d'ailleurs plus de fautes. On fait plus de fautes de frappe. Moi, je tape très bien, mais je fais plus de fautes de frappe ou de fautes d'accord parce que on change des bouts de phrases, on est en permanence en train de tripatouiller le texte, et on n'a pas cette continuité de la pensée. Quand on écrit à la main, on est en plus obligé de faire un tout petit peu attention parce qu'on ne peut pas effacer instantanément. Donc, ça demande une élaboration qui est concentration. C'est ça, plus de concentration et puis de comment dire. Alors, attendez, je cherche mes termes en même temps, comme quoi il va falloir que j'écrive un peu plus. J'ai perdu mon mot, mais c'est pas grave. On a Liliane qui heureusement est là au 04 72 38 20 23. Bonjour Liliane. Oui, bonjour. Alors, je voudrais dire deux petites choses. Oui. Dans un des témoignages que vous avez diffusé tout à l'heure, il y avait le côté du professionnel qui prenait des notes sur clavier ou à la main. Oui. Et j'avoue que quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais c'est vrai, je suis très mal à l'aise quand je vois quelqu'un en face de moi et taper sur un clavier parce qu'il y a justement l'écran qui nous sépare. En fait, je sais même pas s'il tape sur son clavier ou s'il joue ou quoi que ce soit. Alors que le voir écrire, ça aide la confiance, et puis la façon dont la personne écrit, même si on voit pas automatiquement ses lettres, on devine un peu plus la personne. Et ensuite, je voulais dire que moi, j'écris beaucoup, mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce que quand j'étais petite, j'étais pas très douée en dictée. 5 fautes veut dire 0, veut dire pas poli, veut dire complexe, alors que j'avais 18 en question, donc je travaillais quand même, mais je faisais toujours les mêmes fautes et je culpabilisais pour ça, j'osais pas écrire. Donc je pense que l'école peut peut-être, ou l'école, les parents, peu importe, mettre la personne en confiance. Et c'est vrai que quand on écrit sur un clavier, ça dépend des fois il y a la correction automatique. Donc, ça déculpabilise les gens. Ça, c'est très intéressant, Liliane. Merci. Les cartes postales, on n'en trouve plus beaucoup. Ça, on en a déjà parlé, en effet. Merci, Liliane, de nous avoir appelé dans Je pense donc j'agis. Je vais vous donner la parole, Laurence Pierson. J'aimerais juste interpeller Jean-Luc Velay, justement, sur les souvenirs qu'on a de l'écriture. C'est ce que nous disait Liliane. Quand on a des mauvais souvenirs, des dictées, des copies, bref, on se prenait des très mauvaises notes en orthographe et j'en passe, ça donne pas vraiment envie d'écrire. Oui, vous avez raison, et c'est d'ailleurs très fréquent de rencontrer des adultes qui ont un rapport à leur propre écriture, un rapport très négatif. On a fait beaucoup d'expériences, nous, d'écriture avec des sujets adultes, et beaucoup disent, oh là là, j'aime pas écrire, j'ai jamais écrit. Et quand on les fait parler, en fait, on se rend compte que c'est un malaise qui remonte à l'enfance. Il faut dire que l'écriture a été, et est toujours, mais moins maintenant, mais a été un des critères majeurs du succès scolaire, en particulier dans les années, moi quand j'étais scolarisé dans les années 60, si vous écriviez mal, on
sortir de l'école primaire, vous aviez toutes les chances d'être aiguillé vers des voies, un enseignement secondaire à caractère professionnel. Si en plus d'écrire mal, vous lisiez difficilement, et les deux sont assez souvent liés, alors là c'était encore pire. Alors que maintenant on sait, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, que cette écriture manuscrite qui est difficile à produire, elle peut se révéler même très compliquée à produire chez un certain nombre d'enfants et ensuite d'adultes pour des raisons bien, si vous voulez, bien analysées aujourd'hui, que heureusement on sait prendre en compte. Donc oui, il y a un rapport affectif à l'écriture qui est très marqué par la période scolaire. Ouais. Laurence Pierson, il y en a beaucoup des Liliane, hein, qui pensent la même chose. Oui, il y en a beaucoup et je crois que c'est quelque chose qui est très important, qui est identifié depuis très longtemps. Déjà entre les deux guerres et après la deuxième guerre, quelqu'un comme Célestin Freinet et Élise Freinet, ce sont des gens qui ont travaillé pour faire aimer produire des textes, pour faire aimer écrire, pour justement créer des choses qui avaient de l'intérêt. Ils ont mis en place des choses autour de l'art, de la correspondance scolaire, pour que les enfants utilisent l'écriture, pas seulement pour la dictée, mais quelque chose qui mène à s'exprimer. Donc ça, on le sait. Et il y a eu parfois une espèce de malentendu au niveau scolaire, où, comme Monsieur Velay disait, parfois on dit il faut choisir entre l'oral et l'écrit, alors que clairement ils s'enrichissent l'un l'autre. Il y a eu un malentendu au niveau scolaire entre les gens qui peut-être d'une certaine manière se disaient tenant du plaisir et de l'enthousiasme d'apprendre et de la rigueur de l'autre côté. Je pense qu'on n'a pas non plus à les opposer et qu'on peut être tout à fait rigoureux et très exigeant dans son enseignement tout en créant des situations où les enfants ne sont pas mis en échec, en n'en allant pas leur coller des notes tout le temps, les dévaloriser. Il y a beaucoup d'initiatives. Nous, avec l'association 5E et la semaine de l'écriture, par exemple, chaque année on organise pour les classes un concours d'écriture manuscrite d'un beau cahier où les enfants s'expriment sur un thème. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais de créer des occasions où les enfants, quand ils vont écrire, soit des correspondances, soit des concours, soit des choses qui vont être mises en valeur au sein de l'école, à la place, évidemment, de dégommer la moindre erreur, parce qu'on n'apprend jamais bien dans la contrainte et dans la dévalorisation. Mais l'écriture ou autre chose d'ailleurs. Bah, bon, voilà, ça mériterait un débat beaucoup plus long sur l'éducation, mais malheureusement c'est pas le sujet du jour. Beaucoup de réactions ce matin au 04 72 38 20 23. Je vous rappelle qu'on parle de la disparition ou non de l'écriture manuscrite. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous par mail également à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook de l'émission. Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. Présenté par Melchior Gormand. Avec Laurence Pierson, graphopédagogue et formatrice en écriture-lecture, et Jean-Luc Velay, chercheur associé au laboratoire de neurosciences cognitives du CNRS de l'Université d'Aix-Marseille. Bonjour Marianne. Bonjour à vous Melchior et à tous vos invités et à ceux qui nous écoutent bien sûr sur cette merveilleuse chaîne qu'est notre radio RCF. Allez, on vous écoute, Marianne. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que c'est dommage que les personnes ne savent plus écrire. Oui. Je trouve que l'écriture, c'est d'abord la finesse, c'est la beauté, même si c'est pas très bien écrit, mais c'est quand même ce que nous, on nous a appris, et on écrivait même à la plume, qui était très très beau. Tandis que maintenant, ça c'est comme les maths, ça se passe sur des machines, des petits SMS qu'on envoie comme ça, et on perd le goût de l'écriture. Et je trouve que c'est dommage. On y voit déjà aux fêtes de fin d'année. C'est des SMS, c'est plus des petites cartes qu'on envoie avec une belle écriture quand même. Moi je trouve que c'est beau, c'est une richesse qu'on nous a d'abord inculquée à notre... quand on était en âge d'aller en classe. Et puis, il fallait surtout pas que ça soit mal écrit. Hein. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marianne, d'être venue à l'antenne avec un peu de poésie. Laurence Pierson, on l'entend dans ce témoignage. Peut-être aussi beaucoup de nostalgie.
Oui, et puis il y a de toute manière un grand changement au niveau du temps scolaire qui a été consacré à l'écriture. C'est-à-dire que dans les années 60, sur une classe de cours préparatoire, on consacrait à peu près 2 heures par jour sur 5 jours par semaine à l'écriture. Donc ça fait 10 heures par semaine. Actuellement, si on arrive à consacrer une demi-heure par jour à l'écriture sur 4 jours, ça qui fait un total de 2 heures par semaine, c'est qu'on a bien travaillé. Donc on ne peut pas en 2 heures par semaine obtenir les résultats qu'on obtenait en 10 heures par semaine. Il y a des priorités qui ont changé. Donc sur la question de la beauté et de l'esthétique, c'est quelque chose sur quoi je me prononcerai pas parce que j'ai envie de dire les goûts et les couleurs, c'est très personnel. Donc effectivement, si on a bien écrit, on a un beau souvenir de la belle plume. Si on a mal écrit, on a des souvenirs très douloureux, des taches d'encre et de la plume qui voulait pas obéir à vos doigts. Donc ça peut très être personnel. À double tranchant. Ouais, tout à fait. Une autre auditrice pour réagir, c'est vous, Martine. Bonjour, Martine. Oui, bonjour, allô? Oui, bonjour. Oui, je suis là, bonjour. Eh ben, c'est parfait, on vous écoute. Bon, alors écoutez, moi je suis une vieille dame puisque j'ai 80 ans, mais j'utilise aussi bien l'écriture manuscrite que l'écriture ordinateur. Voilà, je pense qu'il faut continuer à encourager l'écriture manuscrite. Je prends beaucoup de notes personnellement. Je prends des notes parce que je me concentre beaucoup mieux. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, je crois. Quand j'écris de manière manuscrite, je me souviens, même si je relis pas mes notes, je me souviens beaucoup mieux. Je prends même des notes pendant les homélies, parce que je me concentre beaucoup mieux. Je prends des notes pendant des visites, des expos, des visites de quartier. J'ai des bouts de papier un peu partout que je relis pas, mais ça fait rien. Et puis, je me sers aussi beaucoup de l'ordinateur, ça c'est vrai que c'est utile. Mais je crois qu'il faut continuer à encourager l'écriture manuscrite. J'écris beaucoup de cartes postales l'été encore. Ah oui. J'écris moins de cartes de vœux, c'est vrai que je passe beaucoup par l'ordinateur, parce que j'ai des cousins, cousines, amis qui ont un ordinateur et j'envoie une grande circulaire chaque année. Voilà, donc je l'écris par ordinateur, mais j'écris encore des petites cartes manuscrites à des personnes âgées. Eh ben, voilà. Merci Martine. N'hésitez pas à m'envoyer des cartes postales d'ailleurs. Moi, je suis toujours preneur, avec grand plaisir. Je vais tâcher d'y penser. Ah bah très bien. Au revoir. Merci Martine. Merci de nous avoir appelés. Jean-Luc Velay, on arrive doucement à la fin de cette première partie de Je pense donc j'agis. Si je devais résumer en une phrase, c'est qu'on a tous un rapport différent à l'écriture. C'est assez impressionnant d'entendre la diversité des témoignages. Martine qui nous dit, bah voilà, moi je prends des notes parce que ça me permet de mieux retenir. Ça rejoint ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Finalement, le cerveau fait ce travail très inconscient de mémorisation et finalement, c'est lié aussi à toute l'affection qu'on porte à l'écriture. Oui. Et puis, il y a donc, quand on écrit, d'une manière générale, effectivement, la prise de notes, c'est un aspect intéressant. On prend des notes quand on écoute quelqu'un, par exemple. Et le fait de prendre des notes, qu'elles soient prises à la main ou au clavier, ça oblige à synthétiser d'une certaine façon, analyser ce qu'on entend, et donc il y a un travail cognitif, en plus du travail sensorimoteur quand on met en jeu sa main, il y a un travail cognitif de tri de l'information. De ce point de vue-là, il y a une très belle expérience qui a été réalisée par des collègues américains en 2014, donc qui montrait que c'était des professeurs, ils ont suivi leurs étudiants dans les amphithéâtres, et c'était aux États-Unis à l'époque, la moitié des étudiants prenaient leurs notes à la main, l'autre moitié sur un clavier d'ordinateur, et les enseignants, donc les deux collègues américains, se sont dit, mais voyons, on va voir à la fin de l'année combien ils vont obtenir à leur examen, quelles notes ils vont obtenir, et donc ils ont noté les étudiants sans savoir qui prenait les notes à la main ou qui au clavier, et puis ensuite ils ont regardé, et ils ont constaté que les étudiants qui avaient pris leurs notes à la main avaient finalement une évaluation meilleure que ceux qui avaient pris les notes à l'ordinateur. Alors ils se sont dit, c'est normal parce que ils écrivent plus vite à la main, etc. Ils prennent davantage de notes. Et ils ont demandé aux étudiants de leur fournir leurs notes, et ils ont fait la constatation inverse. C'est ceux qui avaient pris les notes au clavier qui avaient pris une quantité de notes en termes quantitatifs plus importante. Alors là, ça a été troublant pour eux. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont regardé le contenu des notes et se sont aperçus que les notes prises à la main, elles étaient plus synthétiques, mais plus focalisées sur le sens de ce qui était dit par l'enseignant,
que les notes prises au clavier qui avaient tendance à être un petit peu, quand on écrit vite, on a tendance à tout prendre en se disant, ben, je reviendrai après, je retravaillerai. Et en fait, c'est tellement ça. Voilà, c'est ça. Le fait d'écrire, comme on le disait tout à l'heure, ça demande un effort sur le plan sensorimoteur, c'est pas très facile. On a tendance, en gros, à s'économiser, si vous voulez. Donc, on fait une prédigestion de cette information que l'on reçoit pour minimiser l'effort sensorimoteur. Et cette prédigestion, elle a des vertus très importantes sur le plan cognitif, sur la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Donc pour conclure, oui, écrire, c'est commencer à comprendre. Écrire à la main, c'est probablement comprendre un peu mieux que quand on écrit au clavier. C'est passionnant, hein, vous nous emmenez vraiment dans les coulisses de l'écriture, la prédigestion dans la prise de notes. Laurence Pierson, ça s'apprend d'ailleurs, à prendre des notes. Alors prendre des notes, ça s'apprend pas à l'école primaire, parce qu'à l'école primaire on est dans quelque chose de différent, mais ça s'apprend effectivement au lycée. Moi j'ai eu des profs qui m'ont appris à prendre des notes. Je me souviens de Madame Tillier-Dumas en histoire géo qui m'a appris à prendre des notes. Oui, c'est une excellente prof. Et donc ce que je voulais dire, c'est que moi je l'ai testé sur moi, parce que je l'ai beaucoup lu cette histoire-là. J'ai connaissance de ces études et je l'ai testé sur moi une fois où j'allais à une formation qui durait 2 ou 3 jours, parce qu'on a beaucoup dit aussi, en particulier pour les élèves qui étaient porteurs de troubles, qu'il fallait les libérer de la tâche d'écrire pour pouvoir leur libérer le cerveau, pour que leur cerveau soit plus disponible pour mieux écouter. Donc je me suis dit, je vais tester sur moi. Enfin, j'ai aucun trouble, mais ça donne quand même une idée. Donc j'ai fait une journée à ne prendre aucune note et à essayer de bien écouter de toutes mes forces, une journée à prendre des notes à la main et une journée à prendre des notes à l'ordinateur. Oui. Et j'ai vu que déjà, quand je prends pas de notes, je décroche, je comprends moins bien, parce que le fait d'être actif, de synthétiser, comme disait Monsieur Eulet, et de faire ce premier travail de première digestion, c'est indispensable. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu aussi qu'au niveau de ma concentration, quand je prenais des notes à la main, j'étais, moi, beaucoup plus focalisée sur mes notes. Et en plus, je me suis rendu compte que j'utilisais, quand je prenais des notes à la main, beaucoup d'abréviations, mais aussi beaucoup de signes. Je fais des flèches, je fais des zigouigouis, je fais des choses. J'ai une espèce d'organisation de la page que je ne pourrais pas faire avec un ordinateur, parce qu'avec un ordinateur, il y a une prise de notes qui est finalement très très linéaire et qui permet pas d'organiser dans la page. En fait, je me suis rendu compte que je faisais des flèches, des traits, etc., des espèces de mini tableaux que j'aurais absolument pas pu faire à l'ordinateur. Donc c'est une expérience qui n'a aucune valeur scientifique. Mais ça reste intéressant. C'est testé sur moi, mais c'était plus pour vérifier si ça marchait, parce que j'arrête pas de dire que c'est comme ça, donc je voulais le tester sur moi-même. Et je le confirme, c'est très flagrant. Ouais, il existe maintenant des tablettes pour prendre des notes, c'est assez intéressant, des tablettes numériques et qui vont retranscrire sur un document ordinateur. Et c'est assez intéressant parce que du coup on mixe vraiment ce côté prise de notes manuscrite. Donc là on respecte totalement ce que vous venez de dire, et puis ça recontextualise et ça synthétise aussi sur un ordinateur. Alors toutes ces machines, il faut certainement vérifier ce qu'elles font, parce que si c'est comme quand vous parlez à votre portable et qui prend des notes, ou quand tous les sous-titres qu'on voit sur les vidéos sur Internet qui sont de la transcription de l'oral, il y a souvent une distance. Il y a énormément de fautes. Il y a des fautes de frappe, mais enfin pas de frappe puisque ça ne frappe pas, mais des fautes. Mais il y a aussi beaucoup de fautes de sens, de mots qui sont donc toutes ces machines. Il y a une relecture qui est nécessaire. De toute façon. Une relecture très très approfondie. J'aimerais que, pardon, je vous coupe la parole parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On a Nabil qui patiente. Bonjour Nabil. Oui, bonjour. On vous écoute. Voilà, je voulais intervenir par rapport au questionnement de ce jour. Oui. À savoir par rapport à l'écriture et les incidences qu'elle avait au niveau global et au niveau mondial. Si on se contextualise dans le phénomène historique, on se rend compte que l'écriture, c'est un élément déterminant d'une société. Et cet élément déterminant de la société est issu de l'éducation. Et une société qui nie l'écriture, c'est une société qui nie la rigueur, et qui va dans un sens où est-ce qu'on va un nivellement généralisé par le bas. Et c'est une nécessité pour eux. Pourquoi ? Parce que quand on prend les élèves de primaire, où est-ce qu'on apprend à écrire, j'ai été amené à donner des cours à un enfant qui était en CP, CE1, CE2, où est-ce que je demande énormément de rigueur, énormément de travail.
et ça demande de la réflexion. L'écriture demande 1, de la réflexion, 2, de la précision, et 3, énormément d'entraînement. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, on recherche de la facilité. Et l'efficacité aussi, ouais, et la rapidité, Nabil. Oui, mais ça va pas de pair, parce que ce que vous gagnez au début, vous le perdez par la suite. Eh ben, merci beaucoup d'être venu à l'antenne. Ça confirme vraiment tout ce qu'on se dit depuis le début de cette émission, pardon. C'est passé très très vite. Vraiment, merci à vos nombreuses réactions ce matin, 04 72 38 23. Merci Laurence Pierson d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Formatrice en écriture-lecture et graphopédagogue. Merci Jean-Luc Velay. Je vous en prie. Merci à vous, chercheur associé au laboratoire de neurosciences cognitives du CNRS à l'université d'Aix-Marseille. On a plein de choses à se dire.